Puis on s'en va rejoindre. Il y a encore sa machine à popcorn. PC Labrie in the house ce matin. Lean and mean. Il a l'air en shape à peu près. Comment ça va, mon PC? Le popcornier. Comment ça va, vous autres? Ça va. Aimes-tu les nouveaux studios La Poche Bleue? C'est écœurant. Ça donne le goût de prendre une petite froide, hein? Il y a de la place au bar, en plus. Là. Il y a de la place au bar. T'es où? T'es le bienvenu quand tu veux. Comment ça, je suis où, Pascal? Ben là, on s'ennuie, là. Moi, j'aimerais ça te voir en chair et en os. Je te vois juste à travers un écran, là. J'ai hâte de te toucher et de vivre pleinement l'expérience PC Labrie. Hein. Le bartender fait comment pour accéder le bar, là? Ouais, c'est facile, là. Tu marches dans le milieu, puis il y a de la place. On a même mis des micros à terre pour le bartender. Fait que, t'es le bienvenu. Tu peux être couché à terre, boire un drink et jaser. Puis ici, t'as vécu une belle expérience cet été, puis je suis content de te voir là parce que je trouve que ça fit parfaitement. T'es allé au camp de développement du Lightning de Tampa Bay, puis t'étais sur la glace. Parle-moi un peu de l'expérience. Qui t'a appelé, puis qu'est-ce que t'as fait là-bas? Dans le fond, moi, j'avais vu que les Blackhawks cherchaient un coach, là, il avait fait une annonce, ça. C'est rare que tu vois ça passer. Puis moi, je connaissais l'assistant GM à Rockford. Ouais. J'ai envoyé un email au début de l'été. Puis finalement, j'ai pas eu de retour. Je pense qu'il y avait des petits problèmes de santé. Donc, moi, je savais pas. Fait que je pensais qu'il me ghostait. Fait que tu me connais, Max, j'ai pas perdu de temps. J'ai envoyé un email à Julien. J'ai dit, bon, je vais offrir mes services avec mon ancien club. Peut-être que c'est quelque chose que quand j'avais annoncé ma retraite au dernier exit meeting à Syracuse à Julien, il me l'avait offert là, que si à un moment donné, je voulais prendre l'expérience de juste le contacter. Fait que j'ai pas hésité. J'ai envoyé mon email, puis il m'a revenu en dedans de 24 heures. Puis ici, t'es le bienvenu, on a de la place pour tous. Fait que je te dis, en arrivant là-bas, j'ai réalisé que c'est encore un autre niveau là, de ce que quand j'avais joué là, une dizaine d'années à Tampa, là, sont sharp, l'équipe de développement elle a progressé énormément, sont rendus avec 3-4 personnes de plus justement pour aider le développement. Fait que sont vraiment sur la coche de ce côté-là. Ça ressemble à quoi les directives quand tu arrives là? Qu'est-ce qu'on dit de faire sur la patinoire? Puis c'est quoi l'objectif? Pour de vrai, là, on se fait des meetings à tous les matins avant d'embarquer pour les pratiques. Il y a des vidéo meetings juste avec les coachs, de quoi on va parler, les sujets. Ils approchent beaucoup les petits détails. Donc, quand tu embarques sur la glace, c'était déjà tout encadré de comment c'est quoi les informations qu'on va donner aux jeunes, c'est quoi les mots-clés qu'on veut vraiment spécifier. Puis un coup que tu embarques, ils sont vraiment comme juste, hey, si tu vois quelque chose, là, on te fait amplement confiance, interviens, have fun. Tu sais, il n'y a pas de... Non, fallait pas que tu dises ça, faut pas que tu fasses ça. C'était vraiment go for it, puis prends le plus de bagages possible. Puis je dois être honnête, là, de voir les jeunes progresser pendant la pratique. Tu sais, comme je parle, mettons, d'un Madden Labrie qui joue avec Victoriaville. Tu le vois au début de la pratique, les mères sont là. Puis là, tout au long de la pratique, le gars, là, ça fait vraiment ça. Là, puis là t'es comme, ouais, OK, là, lui, il vient de comprendre, puis ses nerfs viennent de tomber, puis là, tu vois qu'il est focus, puis les gars, ils progressent dans la pratique. Là. C'est pas durant la semaine, c'est à chaque pratique, tu vois une progression des gens. Puis ici, y a-tu des facettes du jeu, justement, quand vous travaillez avec les jeunes ou des lacunes qui reviennent plus souvent? Ça peut être intéressant pour des gars, justement, qui jouent midget 3 ou junior présentement. Ouais. Tu dis, OK, c'est quoi les attentes de la Ligue nationale? Puis, mettons, on va dire, les joueurs se présentent là, puis il y a comme un pattern que les jeunes, vous devez travailler un petit peu plus fort sur une certaine facette ou une autre. Y a-tu des choses qui sortent un petit peu plus là que d'habitude? Que d'autres? Très, très bonne question, Pascal. Les questions sont bonnes aujourd'hui. Oh ouais, mais la plus grosse chose que j'ai remarqué, là, c'est le travail sur le long des bancs. Que ce soit en zone offensive ou en zone défensive, ils mettent tellement un accent sur le travail sur le long des bancs. Ils savent que si tu es capable de jouer à partir des hash marks jusqu'en arrière du but, en offense, en tant que joueur offensif, si tu es capable de gagner tes batailles, d'amener la puck derrière le but, toutes les wall pick-up, des rims, puis tout ça, c'est tellement une chose qui est recherchée en ce moment. C'est putain les maniements de rondelles, puis fait que
c'est vraiment l'aspect IQ hockey. Là, on parle souvent de ça, c'est d'être capable d'enregistrer, de prendre une information, de l'enregistrer, puis après ça, de prendre une décision avec ce que tu as été capable d'examiner selon la seconde près. Là, que, oh, OK, j'ai ça d'ouvert. C'est d'être capable de créer de l'espace à la glace, puis après ça, de l'apprendre pour te prendre une seconde ou deux de plus qu'un autre joueur se démarque. Puis c'est vraiment du côté IQ que le travail se fait là, maintenant. T'es-tu arrivé à une couple d'histoires drôles durant ton merveilleux camp? Ou? Il y en a une que ça a bien commencé mon trip. Je suis arrivé à l'aéroport, puis dans le fond, j'avais mes bagages, puis je me souvenais des règlements là, de. Tu sais comment c'est, les boys, tu arrives à l'aéroport, si tu as un bagage de trop, tu pointes le reçu, puis tu l'envoies à l'organisation parce que tu as eu un extra fee luggage, puis ça paraît jamais bien. Tu arrives avec des gros bills de 100 quelques piastres. Fait que moi, je suis arrivé à l'aéroport, puis dans notre école de hockey, Hockey to Machine, on a une chaîne qu'on distribue à toutes les semaines. Puis c'est au joueur de la semaine, là, lui qui a mis les efforts autant sur la glace qu'en dehors de la glace. Puis finalement, j'avais un extra 2-3 livres dans mon bagage. Fait que j'ai mis à la chaîne. C'est une grosse chaîne massive. Là. Je l'ai mis, puis j'ai passé à la sécurité avec la chaîne. Puis j'ai pas payé l'extra fee, dans le fond. Fait que... T'avais un gros chaîne dans le cou. Pas payé ça. Fait que ça, c'était bon. Ils t'ont fouillé pendant combien de temps en sécurité avec ta grosse chaîne dans le cou? Je l'avais mis sur le top. Il parle de PC, il parle de hockey to machine, là, puis il y a un gros projet, son école de hockey, ça roule, puis tout ça, puis tu m'as envoyé une vidéo, puis juste pour démontrer, on parle souvent de l'éducation dans le hockey mineur au Québec, puis je trouvais ça important de démontrer. Simon, si t'es capable de mettre la vidéo pour démontrer ce que PC fait l'été. You gotta angle with authority. Boom, m'en viens, je suis là, je coupe. Si, admettons, le best case scenario, lui, il faut qu'il attaque nose to nose. Il me shake. S'il déciderait de couper, il faut que je pivote. Et si, mettons, je manque mon angle, je m'en viens. La meilleure façon de recover, c'est ça. Je re-angle ici. C'est quoi l'évaluation fonctionnelle? C'est une évaluation pré-saison. Donc, on vient ici en personne, on évalue les mouvements avec une batterie de tests qui sont réputés pour déceler tout ce qui est problème de flexibilité ou mobilité articulaire et des problèmes d'asymétrie ou de débalancement en force musculaire de toutes les articulations de nos athlètes. Seems a lot simpler, all right, to come down the wall, and let's say I was a lefty, to catch it on like this. But in a game, that's never going to happen, all right? There's cycles down the wall, which we practiced earlier, where you're doing a rim pickup down the wall, picking up a rim going the other way. The only way to do it is to stay big. If I'm here, I'm up, down, take my shot. Tes hanches sont hautes, ton corps reste tight. Ici, ta hanche est à 90. Tout est à 90, OK? Ça reste un bloc de béton. Il y a juste le transfert qui se fait le plus rapidement possible. That's it. Tu stabilises une seconde en haut, puis bam! Pour vos jeunes, si vous voulez aller là, puis ici, puis sa gang font tout un travail, puis je pense qu'ils amènent ça à un autre niveau. C'est que le hockey, c'est pas juste l'entraînement, c'est une science. Puis on le voit dans la vidéo, tout ce qui est structure, positionnement, façon d'approcher une rondelle en entour de la bande. Il y a beaucoup de façons de devenir un meilleur joueur de hockey. Il n'y a pas juste les Michigan au hockey. Puis ici, il y a un gars, je pense, qui a compris cet été d'amener ça à un autre niveau, c'est Joshua Roy. On l'a vu, il a l'air en grande forme. C'est entraîné avec Christopher Letang. Je l'ai déjà fait, c'est pas une chose facile. C'est une machine. Comment tu vois le futur pour Joshua Roy avec l'été qu'il vient d'avoir? Ben, moi, je trouve que ça amène beaucoup de profondeur aux Canadiens. Un gars de 22 ans qui arrive top shape. Lui, il s'est dit, m'a perdre 15 livres, va être plus rapide, va être plus explosif. La game est tellement rendue vite qu'il a su s'adapter. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va amener. Parce que tu as un autre gars comme Blais aussi qui est là, puis il va essayer de faire sa place. Il va essayer d'être le prochain call-up. Puis lui, il a 29 ans. Fait que, c'est le fun de voir les deux âges de différence, 22-29 ans, qui vont se batailler pour être le premier call-up. On sait qu'en ce moment, le line-up du Canadien, il est pas mal tout établi, à moins d'une grosse surprise. Ils vont partir avec de la même façon que tout le monde le voit.
Donc, ces gars-là, c'est des gars de profondeur, c'est des gars prêts à rentrer par la porte d'en arrière, mais un coup qu'ils vont rentrer, ils se sont préparés toute l'été. Est-ce que tu penses que pour un gars comme Joshua Roy, le défi est peut-être plus grand parce qu'il a pas joué beaucoup ce rôle-là au courant de sa carrière? On sait, Josh, c'est peut-être un gars offensif, c'est un gars qui produit des points, mais peut-être son entrée dans la Ligue nationale, c'est peut-être à travers un 3e ou 4e trio. Ça doit être quand même difficile, ça, de un peu changer son style de jeu pour au moins avoir ta chance. Ben oui, mais l'adaptation, là, ça fait partie d'un des skills des joueurs de hockey les plus importantes. Puis malheureusement, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Puis tu sais, je pense que, mettons, Max, on est capable de se regarder dans le miroir que junior majeur, on était capable de remplir le net. Ben oui, ouais, remplir le net, c'est un grand mot, là, mais mettons le remplir plus que dans la Ligue nationale. Mais tu sais, puis ici, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Parce que tu as joué dans des bonnes formations quand même, Pascal aussi. C'est bien plus facile pour un gars comme Joshua Roy d'arriver puis se trouver un autre rôle sur le 3e, 4e trio dans une bonne équipe parce que les joueurs descendent. Là, on le voit. Là, tu vas te ramasser avec des Evans sur le 4e trio. Tu vas avoir des joueurs peut-être avec des lectures offensives plus intelligentes. Puis je veux pas le dénigrer parce que c'est un gars qui a tout donné. Mais si Joshua Roy y arrivait puis il jouait avec Pezzetta, il peut pas recevoir une passe à palette. Surtout pas entre 10 et 12 minutes de temps de glace. Par contre, si tu te ramasses avec mettons, à un moment donné, un Gallagher puis un Evans sur le 4e trio, puis Joshua Roy joue avec eux, il va être capable d'en créer des jeux. Il va être capable d'avoir assez l'opportunité de monter de trio. C'est drôle que tu dises ça, puis je vous écoutais parler tantôt, là, Max, t'étais dans la Ligue 3 contre 3 avec des joueurs comme Demidov, puis tu sais, c'est exactement ça que je me retrouve à faire en ce moment. Je suis dans une ligue de garage à Québec. Puis qu'est-ce qu'on fait souvent avec les plus vieux, les bonhommes sont sur la 2e ligne, puis la première ligne des Quand est-ce que tu deviens bonhomme? je veux savoir. Hey, je vais te le dire. Ouais, c'est quoi le cut-off? Je l'ai. J'ai exactement le jour où P.C. Labrie est devenu un bonhomme. Ouais, c'est quand il est arrivé à Berlin chez moi avec un melon d'eau au lieu d'une bouteille de vin. C'est là qu'il est devenu un bonhomme. Non, mais moi, je parle dans le quotidien de la Ligue de garage. Quand est-ce que tu passes de j'ai joué au hockey un peu à bonhomme? Je pense que c'est quand tu tombes sur la 2e ligne. OK. Ouais, là, je pense que tu deviens un bonhomme. OK, c'est bon. Là, on travaille fort pour rester sur la première ligne. Tu sais, comme par exemple, nous, à Québec, je joue, mettons, avec un Pascal Pelletier puis un David Desharnais sur ma ligne. Ben là, pour en venir à ton sujet de tantôt, là, j'arrive, je fais une passe à David, je me retourne de bord, je l'ai direct sur le tape, je manque le net pour un backdoor tap-in. Puis là, j'en reviens au banc, je dis « Dave, je m'excuse, c'est la première fois que je joue avec un gars qui me fait des belles passes à main. » Tu sais, je suis pas habitué, pas en tout, d'avoir... Aussitôt que je me retourne de bord, elle est déjà sur le tape en sauceur, parfaite dans les airs. Puis, tu sais, c'est quelque chose que j'ai pas été capable de m'adapter encore dans ma ligue de bonhomme. Parce que j'ai pas joué avec ce genre de joueur-là quand j'étais dans les pros. Puis, c'est exactement ça que Maxi disait. Ces gars-là, c'est l'inverse. C'est de s'adapter à jouer avec des gars qui c'est des rentres dedans, get it in, travaille ton puck dans le coin, amène ça en haut, va-t'en au net pour un rebound, pour un screen. C'est ça, là, la game est différente de quand t'es sur la 3 et sur la 4. On parle de jeunes qui veulent se faire une place dans la Ligue nationale de hockey. Il y en a un qui va se battre pour sa place, puis tu as joué un peu ce rôle-là. Ben pas un peu, tu l'as joué à merveille. Puis ici, Arbor Xhekaj. Là, je pense que c'est une année très importante. Si c'est pas sa dernière année pour se trouver un rôle avec le Canadien, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est où la ligne entre être le gars qui protège ses coéquipiers, être le shérif, puis être le joueur indispensable défensivement, puis le joueur que tu peux mettre dans ton alignement? C'est quoi son état d'esprit? Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Faut-tu qu'il arrive puis qu'il frappe encore plus? Il faut qu'il arrive puis qu'il joue plus avec la rondelle? Qu'est-ce qu'il doit faire pour gagner la confiance de Martin Saint-Louis jour 1? Ben moi, je pense que... Tu sais, quand on parle de défenseur puis tu finis la game puis tu dis hey, ce défenseur-là, à soir, je ne l'ai pas vu. Ben, je pense que lui, il faut qu'on le voit pour ses mises en échec, ses jeux robustes, défendre ses teammates quand il a besoin de les défendre, surtout sur, mettons, des gros hits ou des cheap shots, puis c'est le premier à être là-dedans. Mais si il finit la game, puis on dit « Ouais, Xhekaj, on l'a pas vu à soir, mais du bon côté, pas... il a rien fait. Non, il a fait sa première passe sur le tape, il a patiné avec quand c'était le temps, il l'a mis dans le fond.
Il a pris des bons shots au net. Il a bloqué des shots. Tu sais, puis c'est pas des affaires que tout le monde va remarquer parce qu'il flash pas. Mais si sa première passe est sur le tape ou qu'elle est dans la glace puis elle sort quand c'est le temps, ben, je pense que c'est ça. C'est juste d'être constant dans son jeu, d'être un steady defenseman qui frappe. Puis il faut qu'il frappe parce que là, on l'a vu, là, Owen Protz, lui, il ne gênera pas. C'est des beaux hits, ça. Ben oui, lui, il ne gênera pas. Puis j'ai regardé ses highlights, là, même en 2023-2024, là, il y en a des beaux, des hits là, quand il est dans le junior. Là, puis il ne gêne pas, lui. Fait que c'est sûr que Zacha, il faut qu'il soit capable de trouver son timing pour rentrer dedans. Parce que quand il n'est pas dans le line-up, je pense que là, la faiblesse du Canadien, c'est que les autres équipes, ils ne diront pas ça va être tough à Montréal à soir. Ils vont plus dire ça va être vite à Montréal. Ouais. Mais c'est rare que les équipes vont être shakées si Zacha n'est pas dans le line-up. On est-tu... moi, j'ai le goût là, de t'amener ailleurs complètement. On parle des gars et tout, puis on a parlé beaucoup de McDavid dernièrement, dans les dernières années, que tu viens de dire, on a des équipes qui sont rapides, qui sont vite. Tu as un McDavid Edmonton qui n'a toujours pas signé, qui est un petit peu à gauche et à droite dans ses commentaires, on peut dire. Là, des fois, je ne sais pas si je vais signer à long terme, je ne sais pas ça va être long term, mid term ou no term. Dans un vestiaire, est-ce que tu as déjà vécu ça, une situation comme ça, que tu as un joueur vedette qui peut-être un peu est entre mi-figue, mi-raisin, puis tu dis, OK, ce gars-là ne veut pas commit à notre groupe à long terme. As-tu déjà vécu ça? Puis comment qu'on vit ça dans le vestiaire? Non, moi, je ne l'ai pas vécu parce que quand je suis arrivé à Tampa Bay, c'était plus que les vedettes qui étaient en train de sortir de Tampa. Il y avait Vincent qui était là-bas, le Cavalier, il y avait Martin Saint-Louis. Donc, moi, je vivais pas Stamkos, c'était déjà... il était jeune, puis c'était pas un environnement où Stamkos il se permettait de dire je vais prendre mon temps. Puis non, il était au début de ses premières années où c'était alors moi je suis bien ici, puis je veux rester ici, puis peu importe c'est quoi, je vais le prendre. Puis, pour ce qui est de McDavid, je pense qu'en ce moment, il est en train de... C'est sûrement une affaire d'argent. Moi, je me dis de son bord, il regarde ça, puis il se dit, bon, la projection de l'année prochaine pour le cap salarial dans la NHL, c'est 104,5, 105 millions par équipe. On parle quand même d'un 10 millions d'augmentation, si je ne me trompe pas. Puis, à peu près, oui. Ouais, fait que tu sais, tu regardes un gars de même, il se dit, hey, ça veut dire que si j'attends, je peux aller me chercher encore un petit 10% de plus. Il attend sûrement aussi de voir qu'est-ce que Kaprizov va faire. Tu sais, les gars, ils sont patients parce qu'ils savent qu'ils ont du leverage. Il y a d'autres équipes ailleurs qui se disent, hey, moi, j'en ai en masse de la place. Lui, il se dit aussi, je veux gagner. Là, il a tout gagné. Le gars, il a 3 Hart, 4 Ted Lindsay, 5 Hart. Il y a un Maurice Richard. Il fait toute sa glace. C'est le meilleur, il le sait. Pas pressé. Un gars comme Kaprizov manque 41 matchs l'année passée, où il en joue juste 41. Il dit non à 128 millions. Tu sais, mais les gars, êtes-vous d'accord? Moi, en tout cas, moi, je le vois un peu comme ça, que je veux dire, OK, mon joueur superstar, super, il mérite peut-être le 20 millions par année, mais on est dans une fenêtre qu'on est serré sur le plafond salarial, puis c'est sûr, si vous prenez plus haut que 15-16 millions, il n'y a aucune chance qu'on va être capable de s'améliorer parce qu'on est déjà à la gorge. Tu dis, hey, tu as déjà fait 100 quelques millions dans ton compte de banque, es-tu vraiment à 5-10 millions près? Puis tu nous dis que tu veux gagner aussi. Ça, moi, c'est un genre de message. J'ai hâte d'en parler avec Elliot Friedman plus tard aujourd'hui. C'est quel genre de message que tu envoies à ton organisation? Que je comprends que les gars veulent être payés, mais quand tu entends des choses, la même chose pour Kaprizov, OK, tu as refusé 128 millions, genre, c'est quoi, c'est 16-17 millions par année. Comment que tu peux rester compétitif, même si le plafond monte, que tu mets ton équipe dans la merde, là? Je suis d'accord avec Pascal. J'ai hâte d'entendre Elliot Friedman là-dessus. C'est sûr qu'il y a des détails qui s'en viennent. Puis ici, il nous reste 1 minute ou 2. Oh. On a un nouveau segment cette année. Là. Ça va être le souvenir qu'on a avec un fan présenté par Coca-Cola. Parce qu'être fan, ça donne soif. Puis je veux t'entendre. Ça a été quoi les camps d'entraînement commencent? Ça a été quoi ton beau moment que tu as vécu avec un fan? Tu sais, quand tout le monde est excité du retour de l'équipe et des joueurs?
Moi, les retours avec les fans, c'est souvent au début de l'année quand il y a soit un banquet, un petit poker tournament ou... moi, c'est là que quand tu vois... moi, je pensais pas avoir cet effet-là, mais quand tu vois les fans arriver, puis ils sont vraiment contents de venir te voir, puis des fois, ils s'engagent vraiment... Hey, j'aimerais ça que tu viennes jouer avec ma famille au bowling la semaine prochaine. Puis comme de fait, je me ramasse à l'allée de bowling la semaine d'après, puis jouer avec la famille. Puis, moi, j'ai toujours aimé ça, rentrer dans une communauté où je jouais. Puis le fait de recevoir autant d'appréciation, ça me poussait à sortir de chez nous, puis justement aller les rencontrer plus en profondeur. Fait que moi, j'ai toujours aimé ça... rencontrer les fans. Là. Bon, mais vous le savez, si vous voulez rencontrer PC, invitez-le au bowling. C'est un bon point. PC, je te remercie beaucoup. T'es toujours, on va se revoir toute la saison, puis je te souhaite bonne chance avec tes camps. Tu retournes sur la glace cet après-midi. On part de PC, puis on va aller voir un ancien entraîneur du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme. On va aller voir ce qui se passe à Vegas avec Marner. Puis tout ça. Bon, parfait.